Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles en direct sur Sud Radio. Il est 13h passé de 4 minutes, comme chaque semaine, vous le savez. Nous sommes aussi en live vidéo sur Facebook et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio et je pense que vous serez également nombreux à revoir cette émission. Nous sommes ensemble pour une heure avec un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement chargée et grave de la semaine et puis aussi pour nous parler de son dernier livre qui à peine sorti, c'est déjà ici en tête des ventes. C'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo. Alors, mon invité du jour est un véritable phénomène, on peut dire cela. Un homme de mots et d'images venu de la ville rose, Toulouse, tour à tour blogueur, écrivain, vidéaste et scénariste de bande dessinée. Ce passionné d'histoire est déjà l'auteur de 2 best-sellers, Carnet de guerre et Crépuscule des Titans. Il est contestataire, en tout cas on peut le qualifier ainsi. Il est aussi qualifié de patriote, réactionnaire. Il n'hésite pas à utiliser un langage pour le moins fleuri, vous allez le constater. Et puis il utilise aussi la provocation pour mettre en avant très souvent ses idées et porter un regard critique sur la société actuelle. Papacito, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, c'est la première d'ailleurs. On est ravis en tout cas de vous recevoir puisque l'émission porte un nom prédestiné. Ouais, tout à fait. Pour vous recevoir les Incorrectibles. Alors, votre nouvelle bombe littéraire, on peut l'appeler ainsi, s'appelle Expédition punitive. Elle est disponible depuis jeudi, toujours aux éditions Ring. Et vous êtes donc aujourd'hui, je le disais, à nos côtés pour nous en parler. On va en parler tout à l'heure. Et puis pour nous donner votre point de vue sur les sujets forts du mouvement. Alors, on va commencer bien sûr par cette terrible actualité de la semaine. C'est bien sûr l'atroce assassinat d'un professeur d'histoire géo, Samuel, décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines par un jeune homme de 18 ans né à Moscou en 2002 et d'origine tchétchène. Cet enseignant avait tenu début octobre à ses élèves un cours sur la liberté d'expression en montrant des caricatures de Mahomet. Ce cours avait fait polémique au sein de son établissement. Selon les dernières informations, le meurtrier tué par les forces de l'ordre était originaire d'Évreux dans l'Eure. Il n'était pas un élève du professeur tué, ni scolarisé même dans le collège du Bois d'Aulne ou un lycée voisin. Il n'était pas connu pour radicalisation par les services de renseignement. C'est quand même hallucinant. Mais les éléments recueillis attestent d'une préparation précise et sont venus corroborer un message que je ne vais pas relire, mais un message de revendication publié sur un compte sur Twitter. Alors, Emmanuel Macron a bien sûr qualifié cet assassinat d'attentat terroriste islamiste caractérisé 3 semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le parquet national antiterroriste a annoncé s'être aussitôt saisi de l'enquête ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. La communauté des enseignants est évidemment extrêmement choquée. Les personnalités politiques n'ont pas manqué de réagir, dénonçant une attaque contre la République, contre la liberté d'expression, pilier de notre démocratie, et contre la laïcité. Quelle est votre réaction, Papacito ? Moi, je m'attache toujours à l'impression qu'on est un petit peu viscérale, au-delà des ramifications, des explications intellectuelles. Moi, j'entends qu'en France, qui est censé être le pays des Lumières, on apprend qu'il y a un professeur qui a été décapité. La ville s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Moi, j'entends Conflans-Sainte-Honorine. Je crois que c'est la capitale des bateliers. Donc, on est transporté. On imagine, ça pourrait être une aile de Versailles. Ça pourrait être dans un roman de Victor Hugo. La gauche est passée par là. Donc, c'est pas. On arrête de rêver. C'est une décapitation d'un prof d'histoire dans une ville française. Vous pensez qu'il faut employer les mots rien que sur ce champ lexical? On voit, il y a beaucoup de journalistes de mes confrères qui disent égorger. Non. Il faut non, c'est une décapitation. Une décapitation, les gens ne le savent plus parce qu'il n'y a plus de paysans pratiquement en France, mais décapiter un animal, c'est quelque chose. La moitié des Parisiens ne savent pas vider un poulet. Décapiter quelqu'un, c'est quelque chose. Donc c'est pas c'est pas un geste banal quand on décapite quelqu'un. Ça correspond quand même historiquement, ça correspond à une sanction. C'est une exécution. Et c'est une exécution qui, à mon avis, signe un acte de guerre. Et le symbole du prof d'histoire... On est entré en guerre, selon vous? Mais depuis très longtemps. Une cathédrale qui brûle, un prof d'histoire qui est décapité, symboliquement, c'est très fort. Le prof d'histoire, c'est celui qui transmet la civilisation aux nouvelles générations de Français. Si on s'attaque à lui et qu'on le décapite, quelque part, symboliquement, on décapite le legs, on crée une rupture dans l'histoire de France, dans la transmission de la culture française. Il y a un ordre nouveau, il y a une population nouvelle, il y a de nouvelles règles, visiblement. Voilà. Et moi, j'appelle pas ça des débordements ou des actes isolés, j'appelle ça une guerre
contre l'Occident et contre ce que l'Occident a de plus performant et de plus brillant, c'est-à-dire ses enseignants. Et moi, je pense, enfin, j'ai pas oublié le drame de la cathédrale, qui pour moi, il y a pas encore on n'a pas encore de conclusion de l'enquête, mais pour moi, c'est pas un hasard non plus si tous ces événements se télescopent rapidement. Donc pour moi, c'est une série d'actes qui marquent, oui, une guerre qui est faite à l'Occident et à la France particulièrement. Alors un rassemblement va avoir lieu tout à l'heure à 15h sur la place de la République, auquel Jean-Michel Blanquer va participer. Emmanuel Macron doit réunir également un conseil de défense face à la multiplication de ce genre d'actes que vous décriviez. Quel genre de mesures faudrait-il envisager selon vous? Parce que pour dénoncer ça, ils sont toujours là. Est-ce que selon vous, les mesures prises sont suffisantes? Apparemment pas. Bien sûr que non. Moi, personnellement, si vous me demandez... On entend à chaque fois dire qu'on va réagir avec fermeté, et pourtant, il y a quand même un sentiment d'impuissance. Non, mais il y a une fermeté qui pourrait valoir, qui pourrait être la solution, c'est de rapatrier la Légion du Mali. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui protège au Mali. La moitié de la population malienne, c'est la famille Traoré. Ils sont en Île-de-France. Donc, je ne sais pas qui il reste. Il reste peut-être l'autre moitié de la population malienne. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne à défendre là-bas. Il faut revenir en France. Ça ne sert à rien de traquer les terroristes au Mali. Si en plus, c'est pour les relâcher par paquet de 200 pour récupérer des otages qui ont le syndrome de Stockholm, qui reviennent en France. Le ménage en France, il y en a à faire. Je crois qu'il faut arrêter de se demander si c'est islamophobe de vouloir demander qu'on revienne, qu'on adopte des solutions radicales. Des pays musulmans eux-mêmes adoptent des solutions radicales pour lutter contre leurs terroristes. Bachar al-Assad en Syrie, l'Algérie dans les années 90 ont eu des vagues de terroristes effroyables. Ils ont appliqué les seules méthodes qui fonctionnent, c'est-à-dire le décapage à zéro. Et ça, pour ça, il faut des hommes politiques qui ont une paire. Voilà. Et je crois que c'est une espèce qui est de plus en plus en voie de disparition. Selon vous, l'islam est compatible avec la République française et ses valeurs? Pas tel qu'actuellement. Je pense qu'il y a... non, pour faire une réponse claire, non. Je pense cependant que dans la communauté musulmane, il y a des gens avec qui on peut vivre, d'accord? Je ne sais pas si c'est une majorité, je ne pense pas. Il y a une part d'entre eux, je pense par exemple des personnages que j'ai mis souvent à l'honneur, Saddam Hussein, Bachar al-Assad justement, sont des musulmans, sont des gens avec qui on peut faire société. Mais actuellement, l'islam, en tout cas les musulmans qui sont en France, ils ont je les essentialise un petit peu, mais c'est pas du tout cet islam-là, c'est pas du tout l'islam qu'on a connu. Enfin, c'est quand même pas des modèles, Saddam Hussein et Bachar al-Assad non plus dans l'autre sens. Écoutez, moi en tout cas, je trouve qu'ils ont traité le terrorisme comme il fallait. Il y avait l'État islamique en Syrie, ça a été réglé, ça a mis du temps mais ça a été réglé. Bon, voilà, peut-être Vladimir Poutine alors dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il nous montre quand même que les solutions, elles sont, il faut qu'à un moment elles soient radicales. Donc je pense qu'on va avoir un problème avec la catégorie de musulmans qu'on a maintenant. Le musulman de 2020 en France, c'est très 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 complexe. Ça va être très 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 complexe. Alors en parlant de radicalité, vos propos, ils le sont souvent. Pour l'instant, vous êtes plutôt, on va dire, politiquement correct dans votre façon de vous exprimer. Mais alors si on passe faire un petit tour sur votre compte Twitter, là, ça devient nettement plus radical. Alors je vais pas tout lire parce que c'est vrai que d'abord on est une radio grand public et puis ça pourrait choquer pour certains, mais en tout cas c'est vrai que j'invite les gens à aller voir et se faire leur propre opinion. Mais quand même, j'aimerais revenir sur certains tweets. Alors le 28 juillet dernier, vous tweetiez, parmi d'autres tweets, « Ce lycée est une allégorie de la France quand elle sera complètement pourrie et ensauvagée. » Je vous cite, « Ces, entre guillemets, merdes de communistes viendront pleurer à genoux pour implorer un peu de fascisme. » Oui, parce qu'en fait... Vous revendiquez ces propos? Mais bien sûr, et je les maintiens, et je persiste, chigne. La gauche... Et je dis pas tout. Oui, non, mais la gauche a... Pour vaincre, si vous voulez, pour vaincre l'ennemi de la gauche, qui est le pays, le pays historique, donc le catholicisme, les gens enracinés, la gauche a utilisé un allié de circonstance qui a été les populations musulmanes non éduquées qu'elle a importées, qu'elle a sédentarisées, qu'elle a fixées et qu'elle a dressées contre les populations historiques. Et comme à chaque fois dans l'histoire entre l'islam et la gauche, entre l'islam et le communisme, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Algérie, l'extrême gauche finit systématiquement par se faire décapiter, c'est le cas de le dire, par son allié musulman, parce qu'elle pense être compatible. Moi je vous dis, en fait, il va y avoir de moins en moins de... Oui, parce que pour vous, excusez-moi de vous interrompre, beaucoup de profs sont des islamo-gauchistes laxistes qui ont laissé la violence s'installer et qui récolteraient donc aujourd'hui les fruits de leur manque de sévérité. C'est ça, si on devait résumer. Tout à fait.
pendant longtemps, les professeurs qui sont très majoritairement d'extrême gauche ont milité dans le mitterrandisme, dans toutes ces choses qui nous ont amenés à la France qu'on a aujourd'hui. Et cette France qu'on a aujourd'hui... Enfin, qu'avait eu la francisque, autre parenthèse. Oui. Donc il n'était pas forcément tout le temps à notre gauche. Il y a eu certaines choses, si vous voulez, qui n'étaient pas anodines quand ils les ont faites, de la propagande médiatique, de la propagande à l'école, et ça a fabriqué cette France qui leur explose au nez aujourd'hui. Parce que ces Français-là ont été fabriqués par l'éducation nationale. Cette France-là, la France qu'on a aujourd'hui, l'organe de propagande principal, celui qui prend les individus à la racine, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale est un appareil d'extrême gauche qui a refusé de se plonger dans les problèmes qu'il fallait traiter rapidement parce que c'était du racisme, parce que c'était de la xénophobie, et en faisant la sourde oreille, aujourd'hui elle récolte le fruit de ce qu'elle n'a pas traité à l'époque, ou de ce qu'elle ne nous a pas laissé traiter. Vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment plus violents maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant ? Je ne sais pas s'ils sont plus violents. Par contre, ils sont beaucoup plus réalistes. Il y a beaucoup moins de place pour l'utopie, que ce soit parce qu'il y a la promesse d'un effondrement global lié à la pollution, le spectre d'un écroulement économique. Je crois que le jeune d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est plus violent, mais en tout cas, il a beaucoup moins d'espoir. Donc il est beaucoup plus pragmatique. On a perdu le contrôle, selon vous, notamment dans les cités, suite à un trop grand laxisme, notamment en matière de justice. Je pense que là, la nomination d'Éric Dupond-Moretti, ça doit vous donner... je ne sais pas si M. Paty a un sentiment de décapitation ou s'il a vraiment été décapité. Il faudra demander à M. Dupond-Moretti. À M. Dupond-Moretti, c'est un spécialiste en la matière, puisqu'il a l'air de nous dire que ce que nous voyons n'est pas réel, ce que nous ressentons dans nos chairs n'est pas ressenti. Apparemment, on est dans une projection, c'est nous qui voyons des choses. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité est une projection de notre extrême droite coupable. Et pour lui, visiblement, il n'y a pas de raison de s'alarmer, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, je crois que je ne déforme pas ses propos. Il a dit les Français ont un sentiment d'insécurité qui n'est pas quelque chose de palpable. Bon, mais je crois qu'aujourd'hui, avec la multiplication des actes terribles qu'il y a eu cet été, cet été ça a été une série noire, puis là ça reprend, c'est pratiquement quotidien. On est au-delà du sentiment, là. Je pense que le peuple français éprouve dans sa chair une réelle insécurité. Pour vous, il faudrait corriger violemment les délinquants. Les policiers devraient avoir le droit de se servir davantage de la force quand la preuve de la faute est avérée. Les profs aussi ? Non, mais c'est un débat qu'on a en France. Après tout, la méthode américaine. Oui, non, mais moi, je vais vous dire, moi, c'est Robocop en classe. Si vous me demandez, vous mettez Robocop en classe avec tous les droits pour maintenir l'ordre. Vous avez des profs armés ? Non, mais les profs, en fait, ils sont beaucoup trop d'extrême gauche pour qu'on les arme. Il faut des types qui sont pas liés à l'éducation nationale. Pourquoi pas des parachutistes, un parachutiste par classe avec un P35, et puis je vous garantis que l'ordre va vite revenir partout. On peut pas faire ça partout. Je sais ce que vous allez me dire, c'est dans un pays comme la France, c'est impossible. Au Texas, c'est la norme. En Irak, c'est la norme. Et ce sont des pays avec des très beaux paysages fantastiques à visiter, et où quand il n'y a pas la guerre, il fait très bon vivre. Alors justement, parlons un peu de l'Amérique, justement. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, l'affaire George Floyd, et en France, les affaires Adama Traoré ? Ce que je constate, c'est que, alors peut-être que M. Paty n'était pas assez multirécidiviste pour que M. Mélenchon vienne s'agenouiller. M. Paty, vous voulez dire Éric Dupond-Moretti ? Non, M. Paty, l'homme qui a été décapité. Ah oui, pardon. Peut-être qu'il n'était pas assez multirécidiviste pour avoir le droit à de la reconnaissance de la part de la gauche. Libération ce matin s'est fendu d'un article pour dire que ça y est, l'extrême droite était déjà en train de récupérer ce meurtre, que c'était honteux. Moi, ce que je trouve honteux, c'est le meurtre. Ce que j'aimerais voir, c'est la gauche qui a été si prompte à aller s'agenouiller pour un multirécidiviste américain, le fasse pour un de nos profs d'histoire autochtone qui vit après tout à combien là, je sais pas combien c'est, le bled Conflans-Sainte-Honorine, c'est à côté de Paris. Bon, on a envie d'aller se porter au secours de toute la misère du monde tant qu'elle est loin, et le péril qui est en bas de chez nous, on ne va pas le voir, on ne va pas le traiter. Donc moi, je vois que la gauche se défile complètement et elle est absente de ce dossier. On l'a vu aux côtés des Traoré, on l'a vu aux côtés de George Floyd. Que fait-elle aujourd'hui ? Vous pensez qu'il faudrait aussi condamner les parents des mineurs délinquants ? Non, mais il faut condamner. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer. Il y a 11 gardes à vue en ce moment, toute la famille. C'est pas suffisant parce qu'il y a apparemment, d'après ce que j'ai compris, alors ça c'est l'enquête qui va le dire encore une fois. Moi je suis pas enquêteur, j'ai quelques éléments qui ont filtré comme ça, il faudra les vérifier. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des profs qui ont marché un petit peu dans la combine, qui se sont mis contre ce professeur-là. Il y a une enquête, oui. Voilà. Donc la collaboration. Il était visé depuis la semaine dernière par la plainte d'un parent d'élève indigné qu'il montré des caricatures de Mahomet à sa classe. Ce père avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il qualifiait l'enseignant de voyou pour avoir donc montré ces caricatures. Voilà. C'était même pas en plus dans la classe
Bon, à vérifier, mais ce ne serait même pas dans la classe de sa fille. Mais pour qu'un crime comme ça arrive, il faut que des verrous sautent, il faut que des interdits sautent, des interdits moraux, il faut qu'on sente qu'il y a une faille dans l'éducation nationale. Ça, la personne qui a commis ce crime ou l'entourage, les gens qui ont permis à ce crime de se passer, ont compris qu'il y avait une faille, que devant eux, il n'y avait rien, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions. Ça n'arrive pas comme ça, si vous voulez, quelque chose comme ça. Ça n'arrive pas dans les autres pays où les institutions sont fortes. On en arrive là parce que on a lâché ce prof, parce que médiatiquement on a occulté certains problèmes, parce qu'on n'a pas voulu voir certaines choses. Et aujourd'hui les gens font semblant de trouver que c'est bien malheureux, mais c'est étonnant que les gens soient étonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va se reproduire, on va encore y avoir droit. C'est pour ça que j'ai pas de complexe à prôner un État fort et des mesures radicales, parce que quelque chose comme ça, c'est inacceptable que ça se passe. Et vous pensez qu'on doit craindre que les professeurs se mettent dorénavant censurés? Mais ils le sont déjà depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé à l'Éducation nationale. J'ai travaillé au collège Stendhal, dans le quartier du Mirail à Toulouse. J'étais pion. En 2000, donc c'était en 2012, 2011-2012, je peux vous certifier qu'il y avait déjà des problèmes de cet ordre-là et que l'école s'accommode. Quand vous avez 75% d'élèves qui sont d'obédience musulmane, vous ne pouvez pas avoir le même fonctionnement d'établissement qu'un collège de centre-ville où vous allez avoir 70% d'enfants athées ou chrétiens ou de culture chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça fait longtemps que l'Éducation nationale fait des arrangements avec tout ça. Parce qu'elle est très encombrée par ça. Mais est-ce que, bon, malgré tout, ça repose la question évidemment de cette liberté d'expression, elle est en danger en France selon vous? Ah mais tout à fait. Bon. Mais pas que à cause de ça. Hein. Elle l'est aussi. Il y a des gens qui sont venus à la radio, là, chez France Inter, je crois, pour dire qu'il fallait moins de discours de droite à la télé. Les censeurs sont pas uniquement les terroristes. Hein. L'extrême gauche est un énorme ennemi de la liberté d'expression. Ça passe beaucoup par la subvention, ce qu'elle subventionne, ce qu'elle ne subventionne pas. Et puis des fois, elle vient à la radio nous expliquer qu'il y a des gens à qui il ne faut plus donner la parole parce que c'est inacceptable de leur donner la parole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'avoir montré ces caricatures, ça a pu aussi choquer des parents, et notamment même concernant Charlie Hebdo, republier les caricatures de Mahomet, comme le journal l'a fait. Est-ce que ça semblait pertinent selon vous, ou est-ce que c'est une provocation de plus? Est-ce que c'est utile? Quel est votre point de vue? Je vais vous dire, hein, moi, parce que j'ai un avis singulier là-dessus, moi je ne suis pas quelqu'un qui est républicain, hein. Moi je suis pour une royauté avec une religion d'État. Donc moi le blasphème, quelle que soit la religion, c'est quelque chose qui me fatigue. Je ne suis pas pour, je trouve que c'est inutile. Cela dit, je ne suis pas pour l'interdiction du blasphème. C'est-à-dire que je condamne le blasphème, d'accord, enfin, surtout pour ma religion, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut exterminer les gens qui ont blasphémé, d'accord, voilà. Il y a Frédéric Fromet qui a fait une chanson sur Jésus-Christ où il insultait Jésus-Christ. Ouais. Bon, il ne s'est pas fait décapiter. Voilà, ça a offusqué plein de gens, moi le premier. Voilà, donc est-ce qu'il faut montrer ces caricatures? Je ne crois même pas qu'il ait été d'ailleurs non, il n'a pas été inquiété, mais parce qu'il n'a pas affaire à la même clientèle. Voilà. Il n'y a pas de Jésus Akbar, il n'y a pas de terroristes qui se font exploser au nom de Jésus Akbar. C'est de la science-fiction. Donc c'était pas la même clientèle. Et donc si vous voulez, je pense que l'Éducation nationale, pour répondre à votre question, devrait avoir les burnes de montrer ces caricatures. C'est ce qu'elle devrait faire à la rentrée. Moi, je suis contre, mais par principe, étant donné que quelqu'un a essayé de nous interdire de le faire, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la France, voilà, c'est le pays de la liberté, de l'amour de la liberté d'expression, eh bien allons-y, là, il faut que la République, elle assume tout ce qu'elle a produit, et qu'à la rentrée, elle nous montre qu'elle est puissante, elle nous montre qu'elle est sûre d'elle, et qu'elle impose à tous ses professeurs de montrer les caricatures lundi matin dans les classes. Même si des caricatures me déplaisent... pas forcément celle sur Mahomet, parce que Charlie Hebdo a beaucoup aussi attaqué le christianisme. Ce journal, je ne le porte pas dans mon cœur. Après, il a le droit d'exister et il faut que la République aille au bout. Elle est dans un cercle, si vous voulez, la République, elle est en train de se mordre la queue. C'est-à-dire qu'elle a voulu détruire la France et aujourd'hui, l'appareil qu'elle a utilisé pour détruire la France est en train de lui sauter au visage. Donc c'est une affaire entre la République et son bras droit et son bras armé. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, en tant que Français royaliste, je vais regarder tout ce petit monde s'autodétruire et puis quand on sera allé au bout des paradoxes, au bout de la folie collective, au bout du suicide, eh bien, peut-être que de tout ce charnier gauchiste ressurgira une France. On se remettra à faire des cathédrales plutôt que de faire des clips de Weshden. Dans un tweet, c'était le 8 mai dernier, vous écriviez, alors je vous cite là encore, finalement Schwarzenegger, Stallone ont la même doctrine que moi, la société multiraciale, pas multiculturelle, est possible, le seul truc c'est de désigner quel
Je vous cite là encore, quels culs doivent être bottés au nom du bien commun. Vous distinguez donc, Papacito, une société multiraciale possible à vos yeux d'une société multiculturelle qui, elle, ne la serait pas, c'est ça? Tout à fait. Une seule culture qui est la culture française, qui est très bien définie. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Voilà, la culture française, c'est... je pense que les gens qui l'aiment savent à quoi ça correspond. Et par contre, je pense, moi, qui je suis, je veux dire, je suis... mes grands-parents sont immigrés. Moi, oui, puisque votre nom, hein, on peut le dire, c'est Hugo Gil Jiménez. Hein, voilà, vous êtes enfant d'immigrés espagnol. Qui est un nom purement espagnol. Mes deux patronymes sont espagnols. Mes deux parents sont d'origine espagnole. Qui suis-je, moi, pour fermer la porte à la prochaine génération d'immigrés qui a envie d'être française? Moi, mes grands-parents, mes parents avaient envie d'être français. Moi, je suis né français, mais je suis content de cultiver ça. Il faut laisser la porte ouverte à ceux qui non seulement veulent être français, le méritent, mais vont apporter aussi une plus-value à ce pays. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières et de dire, bon, tous ceux qui veulent être français, venez. Mais de laisser la possibilité à des gens, même s'ils viennent... moi, je ne suis pas sur la race, moi, je suis sur la culture et sur les comportements. Quelqu'un qui se comporte bien, qui va amener une plus-value réelle à la France, hein, pas seulement travailler le strict minimum, je parle d'une plus-value réelle à la France. Ben, qui je suis pour lui fermer la porte? Je ne suis pas un Français de souche, je ne peux pas je peux pas. C'est au peuple historique de voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à moi de le décider. Mais je serais bien. Ça serait vraiment injuste que moi, ayant bénéficié de cette possibilité qu'a offert la France à mes grands-parents de devenir français, je l'interdise à d'autres qui sont de bonne volonté. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent de raciste ou qui vous traitent d'islamophobe? Si vous voulez, alors raciste d'une part, je crois que les gens sont renseignés sur ma vie privée. Elle parle pour moi, donc non, le racisme, c'est pas quelque chose. Le 12 mai 2018, ouais. Vous répondiez à un tweeto qui vous demandait si vous pensiez que les musulmans étaient collectivement responsables des attentats et que tout musulman est un terroriste potentiel. Voilà ce que vous répondiez. Oui, je pense que chaque musulman, face à un stimuli ou facteur déclenchant X, peut passer d'un islam passif à un islam actif. Je maintiens parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est pas un appel à la haine, ça, non? Enfin... Non, je pense pas. C'est un constat, c'est-à-dire que il y a un Coran qui donne des préceptes. Ces préceptes, ils sont très clairs. Alors après, on peut faire les exégèses qu'on veut dessus, les explications qu'on veut. Noir sur blanc, il est écrit que le koufar, l'infidèle, est un ennemi. Donc, ça ne veut pas dire que chaque musulman va se livrer à un meurtre ou que chaque musulman va s'attaquer à un Français qui n'est pas musulman. Mais par contre, je pense qu'en lui, il y a légèrement, si on le stimule suffisamment. Là, regardez, c'est très simple. Hein. Il y a eu le discours de Macron sur le séparatisme, d'accord ? Il y a eu des menaces de certains représentants musulmans qui ont dit « Ah, attention, si vous en prenez à notre communauté, ça va barder ». On a une décapitation. C'était quand le discours, rappelez-moi, le discours de Macron sur le séparatisme, c'était il y a 2 semaines ? C'est ça, oui. Il y a 2 semaines, 15 jours plus tard, on a une décapitation. Si ce n'est pas l'application de ce que je viens de dire, on a un discours, on a eu du remous dans cette communauté-là, et ces éléments les plus extrêmes se sont livrés à ça. Après, tout musulman n'est pas effectivement un terroriste, bien sûr. Papacito est notre invité en direct jusqu'à 14h dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, à l'occasion bien sûr de la sortie de son dernier ouvrage qui caracole en tête des ventes. Ça s'appelle Expédition punitive, c'est aux éditions Ring. Et puis bien sûr, on commente cette actualité très grave. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. 13h passées 30 minutes, nous sommes toujours en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles avec notre invité plus incorrectible que jamais. Il s'appelle Papacito et il vient de sortir son dernier best-seller, hein. En tout cas on peut l'appeler comme ça puisqu'il caracole en tête des ventes aux éditions Ring. Ça s'appelle Expédition punitive. Alors Papacito, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias, mais vous êtes un véritable phénomène, hein, sur les réseaux et notamment sur YouTube où vos vidéos font parfois beaucoup plus qu'1 million de vues à chaque fois. On va reparler de ce dans un instant. Juste pour terminer, donc on parlait bien sûr des suites de ce terrible attentat, hein, on peut l'appeler comme tel, de cette décapitation. Et là vraiment on a franchi, on a l'impression, un véritable cap là, de ce pauvre professeur, hein, à qui un hommage national, hein, sera rendu mercredi prochain. Vous considérez que la France, je vous cite, islamo-gauchiste, comme vous la qualifiez donc dans vos différents tweets, la France de Macron, de Mediapart, de Yann Barthès, etc., cherche sans cesse des moyens de trouver des excuses au terrorisme islamiste, à la délinquance et à la violence de certains jeunes issus de l'immigration maghrébine. Vous confirmez? Bien sûr, parce qu'en fait... C'est très violent. Non, parce que c'est une réalité. On en est là parce qu'il y a des problèmes on a donné des solutions, on a donné des explications qui étaient sociologiques, qui étaient... Voilà. On ne veut pas s'atteler au problème. Il y a un problème. Moi, je pense, je vais vous dire, il y a un problème... Par exemple, ne serait-ce que dans les musulmans qu'on a chez nous, d'accord, qui viennent majoritairement, je parle pour Toulouse, mais c'est des gens qui viennent majoritairement d'Algérie. Il y a eu une guerre avec l'Algérie très récemment.
Ces gens-là ne l'ont peut-être pas digéré comme l'a digéré la France. C'est des gens qui viennent avec, pas tous, mais certains viennent avec une rancœur. Et nier ces phénomènes-là fait que les problèmes ont grandi dans leur coin. On a relégué la gestion des banlieues aux grands frères aux grands frères entre guillemets avec l'argent du Qatar, de l'Arabie Saoudite. La République s'est enlevé, s'est barré de ces endroits-là. On a laissé pourrir et aujourd'hui ça nous pète à la gueule et on est encore en train d'essayer de remettre le problème plus tard. On ne veut pas traiter le problème, on ne veut pas crever l'abcès. Alors qu'il y a énormément à dire là-dessus. Certains essayent de le faire. Je pense à Éric Zemmour et ils sont dans le collimateur et ils sont sous le feu pour ça. Mais alors pourquoi est-ce que selon vous on a perdu ce sentiment de patriotisme qui vous anime tant? Donc pourquoi être patriote en France est si mal vu, associé au racisme très souvent, là où par exemple il est mis en avant à l'étranger, aux États-Unis notamment, avec fierté? Ça a pu se produire parce que le français a été défrancisé depuis 150 ans à partir de la Révolution française. C'est ma thèse, c'est la thèse d'autres personnes. Je pense qu'on lui a confisqué sa religion, on lui a confisqué ses défenses immunitaires. Un corps, ce qui fait qu'il sent qu'il est attaqué, c'est son réseau nerveux. D'accord ? Le réseau nerveux du corps français, c'était la religion catholique. La République a tué ce réseau nerveux. L'autre réseau nerveux de la République, c'était son identité, ce qu'on appelle l'esprit de clocher. On ne dit pas l'esprit du centre des finances publiques ou l'esprit de la mairie. On dit l'esprit de clocher. Pourquoi ? Parce que le catholicisme fondait une nation. Les gens étaient reliés entre eux par le sentiment d'une nation, par le sentiment d'appartenir à un bloc. Aujourd'hui, il n'y a que des individus en transit dans la rue, il n'y a plus de bloc français. C'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, qui se disent mais on a décapité l'un des nôtres, puisque c'est l'un des nôtres, hein, c'est un Français, il a la même carte d'identité que moi. Il s'est fait décapiter et il n'y a pas de réaction. Il y a voilà, je suis Samuel, je suis Charlie, je suis ci, je suis ça. Mais il n'y a pas de réelle réaction viscérale ferme. Parce qu'il n'y a plus d'identité. Un corps, pour sentir qu'il a été blessé, il faut qu'il ait son réseau nerveux. Donc comment refaire nation alors ? Pardon ? Comment refaire nation selon vous ? Comment refaire nation ? Il faut réintroduire, il faut arrêter de faire du French bashing en classe. Les élèves aujourd'hui à l'éducation nationale apprennent la détestation de leur pays. Il faut que les médias arrêtent de nous servir des fictions qui sont accusatrices à l'endroit des Blancs et à l'endroit des Français. Il faut qu'on arrête toute cette propagande, mais qui est une propagande énorme. La semaine dernière, je regardais dans les replays d'Arte, il n'y avait que des émissions qui étaient consacrées à les Blancs ont fait de l'esclavage, les Blancs ont fait ci, les Français sont coupables de ça, les Français ont noyé des Algériens dans la Seine, la torture en Algérie, si ça. En fait, un jeune Français aujourd'hui qui naît, quand il regarde la télé, quand il va en classe, on lui apprend à détester son pays. Et en plus de tout ça, il n'a plus de religion. Donc il est complètement désemparé. Et toutes les misères du monde qui vont lui arriver, il va les vivre seul, plutôt que de vivre le trauma de manière collective au sein de la nation. Petite parenthèse sur votre livre dont on va revenir dans un instant. Quand on vous lit, ça à la fois drôle et terrible. Hein. Vous jouez une fois de plus sur la provoque, hein, je le disais, où vous pensez réellement tout ce que vous écrivez, Papacito. Mais honnêtement. Je pense ce que j'écris, mais après, il y a des figures d'exagération qui me plaisent parce qu'esthétiquement, j'aime l'exagération, parce que ça, c'est percutant. Vous pensez que c'est le moyen de faire passer tout à fait. C'est l'emballage qui fait que le sucre à l'intérieur est absorbé. Voilà. Vous avez des bouquins de 300 pages qui parlent la même chose, c'est bien. Il y a des mots compliqués, c'est pas rigolo, il y a moins de gros mots. Les gens ne les lisent pas. Alors, ils sont sans doute littérairement mieux ce que vous voulez, mais les gens ne les lisent pas, ils ne prennent pas de plaisir à les lire, donc du coup, ils ne les lisent pas. Moi, j'essaie de donner à la fois le sucre et à la fois un petit peu le sel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu d'enrobage, de provocation systématiquement dans tout ce que je fais. Bien sûr, mais après, les choses que je défends, j'y crois, bien sûr. Alors, il y a l'autre sujet du moment, bien sûr, c'est cette crise sanitaire. Hein. On va parler de ce virus qui n'en finit plus d'alimenter l'actualité et les décisions politiques. Quel est votre regard sur cette crise sanitaire et la façon dont elle est gérée en France, globalement ? C'est complet. En fait, il y a deux choses qui sont complètement folles. Vous avez d'un côté des mesures qui sont drastiques, où on va les contrôler, où c'est 150 € d'amende si vous oubliez le casque. Vous savez que, je suis désolé, je vais parler d'un détail macabre. Je suis désolé. Vous savez que sur la photo qui a circulé sur les réseaux de la tête décapitée du professeur, il y a encore le masque dessus. Le mec s'est fait décapiter avec le masque sur lui. Et il y a encore le masque sur la tête quand il est décapité. Vous êtes sûr de cela ? Oui, le masque est enlevé, il est sur la gorge, il y a encore le masque sur la tête. Donc ça veut dire que c'est un mec à un moment qui a eu la pression de prendre 150 € d'amende au cas où il n'aurait pas le masque.
Et par contre, il peut se faire décapiter dans la rue. Vous voyez comment ces deux choses-là se percutent. C'est-à-dire que d'un côté, on a des mesures drastiques complètement folles, complètement sans fondement, qui n'ont ni queue ni tête. En plus des questions d'horaire, ça n'a ni queue ni tête. Qui viennent se calquer sur une actualité, mais qui nous amènent à 100 lieues de ça. C'est-à-dire que si le péril français, c'est les microbes, bon, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que moi, j'en vois un deuxième qui apparemment fait quand même beaucoup plus de dégâts, ou qui va en faire beaucoup plus à long terme. C'est lequel ? Pour moi, c'est l'islam radical. L'islam radical est déjà en train de faire extrêmement mal, et j'aimerais que la rigueur et l'intransigeance qui est mise pour gérer la crise sanitaire le soit aussi pour la crise terroriste. Emmerder les gens pour un masque. Enfin, si le projet de la France, c'est sortir dans la rue, avoir le choix entre foutre un masque et se faire décapiter, ça a comme compliqué d'être heureux dans ce pays-là. Voilà. Et ça serait bien qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. C'est exactement comme ce qui s'était passé au début des Gilets jaunes. Voilà. Il y a des quartiers qui sont en roue libre, et puis il y avait des mecs qui venaient manifester pour le diesel parce qu'ils habitaient à la campagne, ils se sont fait éborgner. Vous voyez, c'est toujours pareil. En fait, les gens qui sont solvables, la classe moyenne se fait trier. Et la République, forte avec les faibles, faible avec les forts. Voilà. Et là-dedans, on a tout ce qui se passe. On a complètement. Il y a une expression d'Agatha Christie, je ne sais pas si vous l'avez vu, un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Oui, tout à fait, parce que ne sont terrorisés que les gens qui sont terrorisables. Vous comprenez ce que je veux dire? Considérez qu'on a un gouvernement de loups, par exemple? Oui, parce qu'en fait, ils ont bien vu qu'en face, il n'y a pas de répondant. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place pour que les gens soient complètement dans l'incapacité de se défendre ou de revendiquer. On a vu comment le gouvernement a très bien géré la crise des Gilets jaunes. Et on a étouffé cette révolte dans l'œuf. Aujourd'hui, je crois que si les Français sont aussi maltraités, c'est parce qu'ils sont maltraitables. La responsabilité, elle est nôtre. Nous laissons trop faire. Nous avons trop longtemps voté pour des gens laxistes. Nous avons trop de fois accordé notre confiance à des gens, qui nous ont abusés. Moi, j'attends fermement 2022. Là, je vous dis un truc très simple. On a eu le Covid, on a eu les Gilets jaunes, on a eu l'affaire Benalla. Enfin, ça n'arrête pas. On est allié d'Erdogan qui est accusé d'amener des djihadistes de Syrie en Azerbaïdjan. On se retrouve avec un gouvernement qui fait des choses, enfin pour moi, qui laisse faire des choses criminelles et qui fait des choses criminelles et qui est allié de criminels. Si on accepte ça et qu'en 2022 il n'y a pas un énorme bouleversement, c'est que les Français sont en position de vouloir se suicider. Ce sont des gens qui sont... Je me demande si ce peuple n'est pas suicidaire. Parce qu'élection après... En 2022, vous apportez votre soutien à qui s'il y a un débat? Le Front National. Le Front National. Marine Le Pen. Oui, elle n'est pas parfaite, hein, bien sûr, mais on n'a jamais essayé. Tout ce qu'on a eu avant nous a mené là où on en est. On verra. Moi, j'espère que c'est le dernier train avant l'apocalypse, si vous voulez. Donc, faut pas le rater. Donc, moi, je le dis c'est maintenant. Sans embâche. Là, oui, parce que si vous voulez, maintenant, si c'est être traité de fasciste ou être décapité, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on n'a plus le choix, faut y aller là. Donc voilà, oui, 2022, j'espère qu'il va y avoir un sursaut national. Si les Français en 2022 ne se rebellent pas, ça veut dire que c'est un peuple qui veut se suicider. Enfin, à mes yeux, ça veut dire que c'est un peuple qui veut se suicider. Alors, en parlant toujours de cette crise sanitaire, moi j'aimerais avoir aussi votre avis. Alors, je ne vais pas donner le mien, mais pour une fois, je vais un peu le donner. Moi, il y en a un qui commence autant, qui est un immense acteur, mais qui s'est exprimé chez nos confrères d'RTL. On ne va pas le réécouter, mais il commence moi un petit peu à me les gonfler, parce qu'il nous donne des leçons de morale en permanence. C'est François Cluzet, qui s'en est pris, alors on savait qu'il s'en était pris à Jean-Marie Bigard, et il s'en est pris très violemment cette semaine donc à Fabrice Lucchini, qui au crime a osé critiquer le gouvernement. Alors j'aimerais savoir de quel côté vous êtes, et si ce côté leçon de morale de bobo, puisque là vraiment quand on voit votre livre, vous êtes vraiment l'incarnation justement de cette France... on va dire d'en bas avec des méga guillemets, hein, vous avez bien compris que je ne le disais pas de manière péjorative. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à François Cluzet? Bon, déjà, il faut bien comprendre que François Cluzet... Qui est un immense acteur au demeurant, ça, oui. On le dit. Oui. Donc François Cluzet, non, mais c'est-à-dire son fils, c'est au fait, c'est intouchable. Bon, si le parangon de la gauche c'est faire des films sur un noir qui porte un blanc handicapé pendant 1h30, si vous voulez, si ça c'est le triomphe de la gauche, très peu pour moi. Ça c'est pour le volet acteur de François Cluzet. Mais bon, ça je laisse à chacun l'appréciation du taux de racisme d'intouchable. C'est une question qui prend du temps à traiter. Sur la question du camp dans lequel je suis, mais Monsieur Cluzet ne peut pas attaquer
la main qui subventionne le système sur lequel il vit. Si vous voulez, le cinéma français, c'est un petit peu comme les parasites dans la nature. Il se greffe à un corps, il lui aspire toute son énergie qui s'appelle les subventions. Le CNC, c'est une grande famille qui s'auto-subventionne. La main qui donne ces subventions, c'est le gouvernement, c'est l'État. Il ne va pas s'en prendre à un État qui lui subventionne ses films. Il ne va pas s'en prendre aux gens. On n'a jamais vu une pute aller gifler son Mac. Ça n'existe pas. C'est le Mac qui met des torgnoles à la pute et après la pute tapine. Donc Monsieur Cluzet est venu à la radio faire exactement ce que lui a dit son Mac qui s'appelle le CNC et donc derrière l'État, c'est de tapiner pour ces mesures qui n'ont absolument aucun fondement scientifique, puisqu'en Suède il n'y a pas eu de confinement et sensiblement il n'y a pas eu de vague de morts plus qu'ailleurs. Mais vous pensez qu'elles n'ont aucune utilité, ces mesures ? En fait, je pense qu'on aurait dû... déjà, moi, je m'en remets au professeur Raoult. Moi, je suis un fervent défenseur du professeur Raoult. Je pense que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après, le personnage est discutable, ce qu'on veut, mais je pense que quand même, il fait autorité dans son domaine. Et je pense qu'on aurait dû confiner les gens qui étaient à risque. On aurait dû organiser... l'État aurait dû organiser une solidarité vraiment très efficace sur les personnes à risque. Les gens qui ont des problèmes pulmonaires, nos anciens... Et laisser les gens qui ne sont pas concernés continuer à vivre, c'est-à-dire confiner les gens qui auraient pu être atteints, mais les confiner avec des moyens, en les subventionnant, voilà. Papacito, auteur d'Expédition punitive aux éditions Ring, best-seller en devenir, puisqu'il est en tête des ventes, puisqu'il vient de sortir, c'était le 15 octobre si je ne me trompe, est avec nous encore un bon quart d'heure sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on continue bien sûr de parler de l'actualité, mais aussi de cet ouvrage. Vous y allez fort. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. De retour dans Les Incorrectibles, 13h, passé de 45 minutes. Nous sommes toujours en direct avec notre invité cette semaine, c'est Papacito. Bien sûr, pour commenter cette actualité, on l'a fait évidemment concernant ce terrible attentat. Et puis, on a parlé aussi de la crise sanitaire. Mais c'est surtout aussi l'occasion pour ce dernier quart d'heure de revenir sur ce dernier ouvrage. Donc, Papacito, que vous avez écrit, qui s'appelle Expédition punitive, qui est disponible depuis quelques jours aux éditions Ring, qui caracole, je le disais, déjà en tête des ventes. Mais ce n'est pas la première fois, puisque c'était déjà le cas pour vos livres précédents. Alors, il y a un avertissement au lecteur d'emblée, je le lis. Vous tenez entre vos mains une des plus belles conquêtes du peuple français, le droit à la satire, à la caricature, un droit inaliénable de notre peuple. Y a-t-il quelque chose de plus français que de faire vivre et défendre la liberté d'expression ? C'est avec un langage fleuri et la gouaille qui vous caractérise qu'on retrouve ce livre qui mêle des punchlines. Alors, vous défendez d'être vulgaire, vous qualifiez grossier, ça vous dérange pas, mais pas vulgaire, jamais. Si vous deviez pitcher votre livre là, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une sanction, c'est une longue sanction de 300 pages sur tout ce qu'il y a d'irritable et d'irritant dans notre société. Et c'est servi avec avec le style que je déploie en vidéo sur YouTube. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont envie de connaître vont sur YouTube et regardent mes entretiens chocs. Et le livre est un prolongement des entretiens chocs. Qui font plus d'1 million de vues à chaque fois. Oui, c'est aux alentours de millions. Vous n'êtes invité, excusez-nous, à part chez nous. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes invité quasiment nulle part. Alors il y a TV Liberté qui m'invite de temps en temps. Oui, les médias de gauche, les médias subventionnés à très haut niveau. Non, bien sûr, parce que si vous voulez. Les dés sont un petit peu pipés pour les gens comme nous. Je pense au dessinateur Marceau, je pense à l'écrivain Laurent Berton, mon collègue de chez Ring. Pour nous, il faut vivre par son talent, puisque les gens qui vous lisent doivent être satisfaits de ce que vous lisez, puisque vous n'aurez pas de promo chez Ruquier, vous n'aurez pas de promo ailleurs. Vous en pensez quoi de Ruquier ? Oula, Ruquier, c'est pareil que la gauche. Si vous voulez, Ruquier, il défend des gens. C'est pas lui le X entre guillemets dont on parle souvent dans votre livre. Non, je crois qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. On va y revenir. C'est pas lui, et je pourrais pas dire qui c'est d'ailleurs, pour des raisons que vous pouvez deviner, pour des raisons juridiques. Non, Laurent Ruquier, c'est pareil. Laurent Ruquier va vivre ce que va vivre l'extrême gauche, c'est-à-dire que ceux qu'il défend vont finir par le pendre pour des motifs, de mœurs qui ne rentrent pas en adéquation avec la manière dont doit se vivre l'islam. Donc je ne sais pas, est-ce que la France de 2050 pardonnera à Ruquier certains aspects de sa vie personnelle ? Je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui vont déchanter. Vous savez, quand le peuple historique, quand les militaires, les policiers ne pourront plus faire tampon,
les bobos, d'accord, les utopistes vont se retrouver nez à nez avec ce qu'ils ont toujours relégué derrière le périph'. S'il y a toujours quelqu'un qui pouvait s'occuper de ça. Et un jour, ils vont devoir vivre avec ces gens-là. Et quand ils vont vivre avec ces gens-là, ça va leur faire extrêmement bizarre parce qu'ils vont voir que beaucoup de leurs mœurs ne conviennent pas aux grands projets néo-français. Parce que justement, excusez-moi de revenir donc à cette définition que vous faites de vous, hein, puisque vous vous définissez comme un patriote, royaliste, nostalgique de la France d'antan, de l'époque médiévale où les hommes portaient haut leur virilité, où l'on mangeait gras et de la vraie viande de gibier fraîchement chassée, et non du steak au tofu et des graines de soja, où l'on picolait du bon rouge, du pastis, et vous citez souvent les icônes musclées du cinéma américain, donc je le rappelle, tels que Stallone ou Schwarzy. Le mot burn, entre guillemets, est un de vos termes de prédilection. Alors pour vous, l'homme d'aujourd'hui, il a été dépossédé de sa virilité. On a engendré ce qu'on appelle entre guillemets le métrosexuel faible et féminisé, et enterré le mâle alpha en le faisant passer pour un gros beauf, une brute machiste et ringarde, entraînant par là même la perdition de notre société. Il faut redéfinir, selon vous, Papacito, les codes du masculin. C'est quoi un vrai mec à vos yeux? Mais un vrai mec, il n'y a pas de prototype particulier, il y en a plusieurs. Vous allez voir l'agriculteur là, pas loin de... Vous n'êtes pas machiste? Si je suis machiste, je suis un machiste exalté, mais un machisme patriarcal, sympathique, défenseur des femmes. Mais bien sûr, moi je le revendique, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'à vous lire, Macron semble parfaitement incarner cet homme dévirilisé que vous honnissez, vous le moquez souvent. Oui, tout à fait, mais par opposition, vous m'avez demandé des modèles de virilité. Par exemple, pour moi, un Jean Lassalle, il porte en lui une virilité, mais c'est un type de virilité. Vous avez Stallone, vous avez le père de famille. On recevra d'ailleurs dans 15 jours. Stallone ou Jean Lassalle? Parce que c'est presque le même, c'est presque la même catégorie. Non, mais intellectuellement, je pense qu'il y a un peu plus de. Enfin, je sais pas encore. Attention, Stallone, c'est quand même un mec qui est reconnu pour son. Je crois qu'il a un QI énorme en plus. Bref. Donc, oui, le paysan, le Stallone, le Jean Lassalle, le père de famille qui va bosser toujours. Il y a plusieurs vérités. Bien sûr, moi, j'utilise des. Non, parce que je vous cite. Allez, encore un truc. Le 28 juillet dernier, pendant que Macron invite des transsexuels à danser à l'Élysée et nous prive d'honorer notre lourde armée pour le 14 juillet, le lourd président Poutine tire des coups d'artillerie lourdes pour souhaiter joyeux Noël aux habitants de Saint-Pétersbourg. Bien le burnomètre, je vous cite. Ouais, mais bien sûr, parce que Poutine, il fait rêver son peuple. Poutine, il fait du judo. Donc Poutine, la salle, il fait du cheval, ce sont des vrais mecs, des vrais leaders à vos yeux. Tout à fait. Voilà. Mais déjà, visuellement, quand vous les voyez, d'accord, et que vous voyez Macron à côté, lequel est un chupa chups et lequel vous donne le sentiment d'être un homme. Tout il n'a pas les épaules, selon vous, pour être leader d'une nation. Ça se juge au physique, à la gueule. Ça se voit, c'est bon, à la gueule. Enfin, Mitterrand, c'était pas Stallone non plus, excusez-moi. Tout à fait. Non, mais la gueule, c'est une chose, mais à l'épreuve des choses, vous voyez bien que là, la France se fait ramoner par tout le monde, se fait ramoner par Erdogan, se fait ramoner par le terrorisme. Bah, c'est un peu plus l'intelligence pour moi, la vision, la capacité de prendre des décisions. Juste, mais il faut les deux. Bon, j'entends. La vérité n'est pas que le culte de la force. Il y a aussi un culte de la force de l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, parce qu'on vous traite d'homophobe souvent. Hein. Ouais. Mais je vais vous dire, de toute façon, à partir du moment, moi j'ai des réserves personnelles dues à mes croyances religieuses sur l'homosexualité. Je suis pas quelqu'un qui veut poursuivre les homosexuels. Je veux pas criminaliser l'homosexualité. Vous comprenez? Donc, on est rassuré. Voilà, que je sois homocritique, aucun problème. Après, je suis pas quelqu'un si vous voulez mon avis, il y a en France une catégorie de gens qui sont homophobes qui iront beaucoup plus loin que trouver que ça va à l'encontre de leurs préceptes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, non, ce que je défends... Votre chapitre, il y a un chapitre qui s'intitule, là encore, entre guillemets, l'homme anus versus l'homme d'avant, où on ne dévoilera pas de quel animateur télé vous parlez, même si on l'a très bien compris, on le devine. Enfin... Ce chapitre, il est quand même un peu homophobe quand on le lit, non? Non, parce que c'est pas l'homosexualité qui est virée, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est la féminisation, parce que, si vous voulez, des homosexuels historiquement, d'accord, historiquement, il y a eu des homosexuels qui ont fait des choses incroyables. Je pensais, alors je sais plus si c'est Pancho Villa ou son acolyte, je sais plus, il y a un des deux là, de la Révolution mexicaine qui était homosexuel. Freddie Mercury, que j'adore, était homosexuel. Ce sont des gens qui portent quelque chose quand même, qui nous transportent, et leur homosexualité là-dedans n'est qu'un, comment ça s'appelle,
c'est négligeable. Moi, ce que je critique, c'est la promotion de l'homosexualité en tant que telle, comme modèle pour l'homme, y compris l'homme hétérosexuel. Et au-delà de ça, c'est la féminisation. C'est la féminisation. Un homosexuel classique, comme on avait avant que ça devienne la mode et que ça devienne même un style de vie, et que ça devienne une identité à part entière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est problématique. L'homosexuel historique, elle a toujours eu en France, ça n'a pas empêché la France de tourner, ça n'a pas empêché certains homosexuels d'être des grands hommes. Ce que je critique, c'est le fait qu'on l'érige en modèle en contre de l'homme traditionnel et de l'homme ringardisé en tout cas, qui est le cisgenre blanc de plus de 40 ans, quoi, voilà. Alors vous êtes un nostalgique, je le disais, des films d'action Hero, testostéronnés des années 90, dans lesquels Stallone, Schwarzy, Bruce Willis ou encore Mel Gibson ont connu leurs heures de gloire. Alors force est de constater que ce cinéma, il est un peu disparu, remplacé aujourd'hui par les héros Marvel. Alors Thor, Iron Man, Captain America, c'est toujours passé. Ils sont passés à la javel quand même. C'est moins avant. C'est couillu selon vous. Voilà, le propos était clairement beaucoup plus décomplexé et c'était jouissif et ça faisait du bien de voir ça. Si vous voulez, aujourd'hui, le cinéma français, c'est François Cluzet. Ben désolé, je préfère Stallone et Schwarzy en train de tirer dans la jungle du Panama que François Cluzet en train de se faire porter par un noir parce qu'il est handicapé et qu'il n'arrive pas à bander. Vous comprenez, c'est pas des synopsis de films qui me transportent, moi. Voilà. Alors, vous évoquez également dans je crois que c'est l'un des tout premiers chapitres de votre livre. Je crois que c'est le premier, oui. Ce qui s'appelle Le Dernier des Mohicans, ce que vous appelez la diabolisation du français historique, c'est-à-dire du paysan. On parlait de Jean Lassalle tout à l'heure. Diabolisation par les Français collabo-gauchistes des villes. Vous écrivez, on allait faire du paysan, du chasseur et de l'artisan rural la honte ultime de la nation. Détruire ces salauds de violeurs alcooliques blancs des campagnes pour les remplacer par la pureté virginale de la société progressiste d'Afrique du Nord. Là encore, j'aimerais savoir qui sont ces collabo-gauchistes des villes dont vous parlez. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces propos, je pense que Schering, on a dû le faire relire par des juristes, ça tombe pas sous le coup de la loi, non ? Non, parce que c'est une réalité. Enfin, peut-être ça tombe sous le coup de la loi, j'en sais rien, mais c'est une réalité. Si vous voulez, mais c'est tout un appareil. Dans les films, dans les sketchs, dans les humoristes des années 90, Canal+ a été vraiment à l'avant-garde de tout ça. On a beaucoup tourné en ridicule. L'animateur là que vous décrivez sous X, là, il n'a pas travaillé avec Canal ? Bien sûr, lui. C'est ça, bon. Donc, Lui, c'est un des vaisseaux amiraux de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu toute une propagande pour détruire l'image. Et on le voit tous les jours à la télé, non ? Pardon ? On le voit pas tous les jours à la télé. Non, mais je ne peux pas vous dire plus. Bon, il faut que je me couvre juridiquement, mais les gens n'ont qu'à lire le livre et comprendront. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, c'est tout un faisceau de choses, des films, des médias, des sketchs, où on a ridiculisé le français historique, le terroir, le paysan, et on a présenté un modèle. Vous savez, le film qui est symbolique de ça, c'est Taxi. Taxi, c'est un maghrébin cool qui va apprendre à un flic français de souche qui est une merde à devenir un être humain, voilà, parce qu'il est présenté comme étant féminisé, il est présenté comme étant pas dégourdi, comme étant pas viril. Et ça, c'est quelque chose, bon, ça s'est concrétisé dans ces films-là, c'est quelque chose qui est très présent dans les productions cinématographiques de cette époque-là, EuropaCorp, Canal+, tout ce. Mais pour vous, donc, Canal+, Barthès, la plupart des médias seraient responsables, selon vous, de ces pertes de sentiments patriotiques ? Tout à fait, ils ont activement travaillé à ça, bien sûr. C'est pas par les subventions, mais c'est à partir de Mitterrand en fait où ça s'est vraiment accéléré. Oui, les productions artistiques doivent. Vous regardez France 2 aujourd'hui, France 3, c'est perpétuellement une accusation de l'histoire de France, du peuple français, de l'histoire des Français. S'agissant des lesbiennes, au vu de vos écrits, on imagine que vous êtes contre la PMA pour toutes les femmes, qui a encore entraîné des manifs d'opposition le week-end dernier. Parce qu'en fait, c'est la course. Moi, c'est la course effrénée en fait c'est la course effrénée à la destruction de la famille traditionnelle. Moi, bien entendu, en tant que catholique avec des positions réactionnaires, bien sûr, je suis contre tout ça parce que je vois que derrière, ce qui est visé, c'est la famille au sens traditionnel du terme. Et la nation, c'est la famille. Excusez-moi aussi, j'ai lu un petit peu aussi qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi vous apparteniriez à la sphère nationale sioniste. Est-ce que vous avez entendu ça, non ? Oui, c'est quelque chose qui émane de cercles qui sont extrêmement antisémites et dès que vous n'êtes pas critique à l'endroit d'Israël et que vous n'êtes pas antisémite, tout simplement, vous êtes considéré comme étant à la solde du judaïsme. Moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est que je n'ai pas d'hostilité contre les juifs parce que j'ai grandi parmi eux, parmi les musulmans aussi d'ailleurs, au Mirail à Toulouse. La France, elle est antisémite plus qu'elle n'est islamophobe, selon vous, ou pas ? Alors, c'est pas tellement ça, parce qu'en fait, je pense que l'antisémitisme en France est plus vieux, puisque historiquement, il a plus de raisons, puisqu'il y a des juifs en France depuis plus longtemps, donc c'est plus vieux.
Aujourd'hui, disons qu'il y a une convergence. Il y a une certaine extrême droite qui converge avec une certaine extrême gauche, qui converge avec un certain groupe religieux pour se livrer à l'antisémitisme actif, oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous. Papacito, d'avoir accepté notre invitation dans les Incorrectibles. Et en tout cas, là, vous avez bien respecté la ligne de cette émission, c'est-à-dire pas de langue de bois. En tout cas, les propos n'engagent que vous, bien sûr. Nous sommes en plus en direct. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h avec le professeur Perron. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio et puis allez lire Expédition punitive de Papacito aux éditions Ring. Bonne soirée.